Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Salut tout le monde. On espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon début de semaine. On se retrouve aujourd'hui pour le sujet de la semaine et on va vous parler de toutes ces choses qui peuvent faire capoter une opération immobilière. Ça, c'est vrai que je sais pas si on en a trop parlé sur le podcast, mais en vrai, nous, il y a quand même pas mal d'OP, enfin pas mal. Par rapport à celle qu'on a fait, non, mais on a eu quand même quelques OP qui se sont pas faits et à chaque fois pour des raisons différentes. Je pense que le seul truc qu'on n'a pas expérimenté, c'est le refus bancaire, mais sinon, on a eu pas mal d'OP qui ne se sont pas faites. Et c'est vrai qu'on n'en parle jamais trop et c'est un peu pour faire relativiser et peut-être aussi vous partager notre expérience là-dessus pour éviter de ne pas faire de faire ou ne pas faire une opération IMO. Ouais, tout à fait. Surtout qu'en plus, on veut tourner cet épisode un peu, de vous montrer que c'est pas la fin du monde et que c'est normal que ça arrive. Alors, quand ça arrive sur la première OP, je peux comprendre que c'est assez frustrant parce que on a vraiment l'impression que c'est la faute à pas de chance. Mais quoi qu'il arrive, si vous faites plusieurs OP IMO, les statistiques feront que forcément un jour il y en a une qui va capoter. Et justement, dans cet épisode, on veut un peu vous alerter sur tout ce qui peut faire capoter une opération, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui peuvent rentrer en compte à plein de stades différents de l'avancement de votre OP. Et c'est un peu l'objet de l'épisode du jour. Juste avant qu'on commence, j'en profite pour vous faire un petit rappel. Si jamais vous voulez démarrer l'investissement IMO, vous n'êtes pas encore investisseur, on est déjà en mars, l'année avance, le premier trimestre va bientôt toucher à sa fin. Si vous voulez que 2026 soit l'année où vous commencez à investir dans l'immobilier, où vous apprenez tout ce que vous avez besoin pour devenir un investisseur aguerri par la suite et pouvoir faire autant d'opérations que vous voulez, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en bio. On vient justement de refaire notre formation gratuite sur ce sujet pour vous donner toutes les clés pour vous permettre d'investir. Donc, n'hésitez pas à y aller. Et si éventuellement vous voulez qu'on se fasse un call ensemble, c'est également sur le lien que vous trouverez l'accès au calendrier pour réserver un appel avec moi. Exactement. C'est vrai que je me rappelle, je pense, parce que toi, t'avais déjà fait une OP tout seul. Après, on avait refait des OP, mais moi, j'étais pas spécialement active là-dedans. En fait, je t'accompagnais beaucoup. Pour ceux qui n'ont pas écouté, on avait fait un épisode sur notre parcours, etc. Moi, les débuts étaient un peu... j'avais pas trop d'argent, du coup. Du coup, le temps que je mette de l'argent de côté, j'accompagnais beaucoup Julien sur tes projets, du coup. Et c'est vrai que moi, le premier refus où en fait j'ai compris que l'opération allait pas se faire, j'ai été dévastée. Alors qu'il n'y avait pas de raison d'être dévastée. Mais je pense que ça m'a bloquée pendant 6 mois. J'étais dégoûtée, j'étais là, ça m'a saoulée. Ouais, Ce bien était pour moi, alors qu'au final, pas du tout. Avec le recul maintenant, mais heureusement, en fait, tu vois. avec le recul, c'était vraiment une opération qui était très moyenne. Et en fait, sur le moment, on avait vraiment l'impression d'être passé après un truc de fou. Et vraiment l'exemple classique de on met trop d'émotionnel dans une opération. C'est-à-dire qu'en fait, on s'était trop projeté sur le bien. Le vendeur à la visite qui vendait lui-même avait laissé sous-entendre que le bien était pour nous, etc. Donc, on a essayé de faire une négociation et en fait, il s'était braqué. Puis après, c'était parti complètement sucette parce qu'il nous avait demandé si on était finançable. On avait dit oui. Il nous avait demandé les bulletins de salaire. Il nous avait dit les bulletins de salaire. C'est la seule et unique fois qu'on l'a fait. Et du coup, ça, depuis, on le fait absolument pas. Et moi, je vous dis toujours, n'envoyez jamais votre dossier bancaire à qui que ce soit autre que votre banquier, ni le vendeur, ni le banquier du vendeur, ni le courtier du vendeur, ni qui que ce soit, ni l'agent immobilier, peu importe. Même d'ailleurs, ça m'a fait rire parce que on a fait un réel justement pour tourner un peu en autodérision les agents immobiliers qui demandent des pré-accords ou je sais pas quoi, des pré-accords pour faire visiter des biens, etc. Du coup, on a eu toute la team agent immobilier qui est venue chouiner dans les commentaires et il y en a pas mal qui ont dit que si eux-mêmes vérifiaient des fois les dossiers bancaires avant de faire les visites, mais que dans tous les cas il y avait pas de souci parce qu'en fait vu qu'ils étaient professionnels de l'immobilier, ils avaient une obligation de déontologie de ne pas communiquer les pièces. Je suis là en mode mais qu'est-ce que le mec raconte? Il est pas en fait, faut bien savoir que pour pouvoir demander des trucs comme des documents comme des bulletins de salaire, des relevés de compte ou quoi dans le cadre d'une acquisition immobilière, il faut être IOBSP 2 en fait. Donc c'est-à-dire qu'il faut être courtier en opération de crédit. Et le truc c'est que être courtier en opération de crédit ne vous autorise pas à récupérer les documents de n'importe qui. Vous n'avez le droit par la loi de ne récupérer les documents que de quelqu'un qui va signer un ordre de mission avec vous pour que vous alliez lui retrouver un prêt en fait. Donc ou si par exemple vous êtes banquier dans une banque et que forcément un client vient vous voir pour vous donner un dossier, mais en dehors de ces cas-là, vous n'avez pas le droit de voir le dossier des gens.
Mmh. Donc même si vous êtes courtier, même si vous êtes banquier, vous n'avez pas le droit de voir le dossier de quelqu'un qui ne vous demande pas un financement. Voilà, juste une petite parenthèse là-dessus. Et tout ça pour dire que c'était la seule et unique fois sur une opération où on a donné notre dossier bancaire au vendeur pour le rassurer. Au final, il nous avait rihonné alors qu'on gagnait quand même quasiment 4 500 € Ouais, à à deux 2. par mois à ce moment-là et qu'on achetait un immeuble à 200 000, je crois, un truc comme ça. Même pas, 180, je crois. Ouais, c'est ça. Enfin bref, vraiment, il nous avait rihonné en disant qu'on gagnait pas assez. Alors que j'étais là, mais mon ref, en fait, 180 000, ton immeuble, c'est un appartement à Montpellier, donc tu vas te détendre, tu vois. Et forcément, le ton était un peu monté. Du coup, finalement, on l'avait pas acheté et on avait vraiment eu l'impression d'être passé à côté d'une giga affaire. Alors que vraiment, après, avec le recul, l'immeuble était ok tiers, mais c'était pas l'affaire du siècle. Et Et il avait eu beaucoup de problèmes ouais, sur et le on aurait eu, je pense, beaucoup de problèmes parce que notamment, je me souviens, on avait fait une visite où il y avait un appartement Il y avait un trou, tu te où il y avait rappelles? un trou dans la cloison de Ouais. placo parce qu'en fait, il y avait un dealer dans un des appartes et il y avait probablement un de ses concurrents qui avait cassé la cloison de placo pour aller voler la cam dans l'appartement. Je sais même pas pourquoi les lumières se sont pas allumées, mais oui. Bah parce qu'en fait, le mec il était plus, du coup, il suffisait juste de refermer la cloison. En soi, l'appartement était plus loué au dealer. Ouais. Mais c'est vrai que sur le papier, tu disais bon, en soi, ça c'est quand même le signe que l'immeuble était pas non plus incroyable, tu vois. Et je sais pas si tu te rappelles, c'est la deuxième peut-être anecdote un peu rigolote. On avait, c'était dans la même ville, hein, c'était juste après, je crois, ou juste avant, je sais plus. Quand on avait visité, c'était pas si longtemps, où en fait, il y en avait une maison de ville Qu'on voulait diviser en appartements. qu'on voulait diviser en appartements. Mama. Mais je sais pas quelle mouche nous avait piqué. Alors sur le papier, elle s'y prêtait. Mais je pense qu'on se rendait pas compte de ce qu'il fallait faire en termes de travaux. Et en fait, qu'est-ce qui a fait qu'on n'a pas acheté? Parce qu'on avait fait le dossier de financement. Tout était validé, on n'attendait plus que la signature de l'acte authentique. Et en fait, on a eu un refus de la mairie de diviser pour rénover en appartement. Elle nous a tout simplement dit c'est non. Et j'étais Ouais. là, bon, bah, et du coup, on est sorti du compromis comme ça. On n'a pas laissé de séquestre au final parce que je suis même pas sûre qu'on avait mis une clause suspensive là-dedans. Tu te rappelles ou pas? Parce qu'on n'avait pas fait. Si. Si, quand même. On a récupéré notre séquestre tout simplement parce qu'on avait mis, bon, il y avait la condition suspensive de financement classique, mais ça, le financement, on l'avait eu. Par contre, ce qu'on n'avait pas eu, du coup, c'est qu'on avait mis une clause suspensive d'une autorisation de division et que justement, qu'on n'avait pas eu la division, c'était comme ça qu'on était sorti du compromis. Ouais. Et là aussi, pareil, parce qu'en fait, au niveau des déplacements, mais on avait fait, je sais pas combien de déplacements pour. On avait fait 8 rendez-vous sur le bien. C'est un truc de fou. En plus, moi, j'ai eu un peu de peine pour le propriétaire parce que lui, au final. Ah non, moi, j'avais pas de peine pour lui. Ouais, Il était un petit imblairable. monsieur, Il était non, imblairable. arrête. Si, parce que le mec te vendait un bien et genre quand on venait avec les artisans et en fait, le bien était dans un état, genre globalement, vous étiez obligé de tout péter. Et du coup, quand on venait avec les artisans, il y a quelque chose qui se fait dans le bâtiment, on appelle ça un sondage. Quand, genre, par exemple, vous allez carotter un mur pour voir ce qu'il y a derrière. On n'avait même pas fait des carottages, juste des fois quand vous aviez, je sais pas moi, tapisserie qui se décolle un peu, une ouais. tapisserie qui se décolle, on tirait un peu dessus pour voir ce qu'il y avait derrière. Quand il y avait quelque chose qui se décollait au sol, on le soulevait pour voir ce qu'il y avait derrière. Et le vieux, à chaque fois, il se mettait dans tous ces états parce qu'il voulait pas qu'on abîme son bien. Mais le truc, c'est que son bien, en fait, dans tous les cas, fallait tout péter pour tout refaire. En plus, il avait fait les travaux, ça se voit qu'il avait fait les travaux lui-même. C'était fait n'importe comment. J'avais pas compris que Et c'était lui qui avait fait si, ça. c'était lui avec son fils. Et du coup, bah forcément, à chaque fois qu'on venait avec un artisan, l'artisan disait, je ne sais pas qui a fait les travaux, mais c'est une catastrophe. Du coup, à chaque fois, il se vexait. Ah non, vraiment, il avait, je pense, tu t'en souviens plus, mais moi, je l'avais trouvé imblairable. Donc, en soi, bon, écoute, il avait perdu du temps. La réalité, c'est qu'en fait, son bien, il essaie de le vendre tout seul parce qu'il voulait pas passer par agence immobilière et que je pense que tout simplement, son bien était trop cher pour ce que c'était. Oui, je pense aussi. Pour Aussi. le coup, au final, avec le recul. Et c'est là où nous, on s'était trompé aussi, c'est que quand on avait vu le bien, on avait pensé que c'était là encore l'affaire du siècle, alors qu'en fait, pas du tout. Oui, c'est ça. Donc déjà, bon après, tu vois, c'est pas plus mal que ça s'arrête avant que ça commence, en fait. Tu vois, le compromis, il est pas signé, en fait, l'offre n'aboutit pas. Des fois, il faut lâcher un peu de lest et au final, on se rend compte que, il y a, du coup, sur les deux biens, je pense que là, dont vous a parlé, on s'était trompé au niveau des calculs déjà, je pense Oui, que... après bon, il y en a un, du coup, on avait pas signé le compromis, il y en a un quand même, on a perdu 3-4 mois dessus Ouais, parce c'est un que peu ça, ouais. on avait signé le compromis et que finalement c'est pas allé beaucoup plus loin. Mais c'est vrai que typiquement, il y a déjà tout un ensemble de facteurs qui font que Ça part mal dès le départ. voilà, ça part mal dès le départ et que ça va s'arrêter très vite. En général, c'est un peu, j'ai envie de dire, le meilleur des scénarios parce que à la limite, vous êtes juste projeté, mais vous avez souvent pas perdu beaucoup de temps. Et par exemple, un peu le premier cas qui arrive, et ça arrive aussi à beaucoup d'investisseurs qu'on connaît, c'est une rentabilité mal calculée sur un bien. C'est-à-dire qu'en fait, vous voyez une annonce, vous pensez
que c'est intéressant et en fait à la visite vous vous rendez compte que par exemple les chiffres donnés par l'agent immobilier sont pas bons. Ça c'est quelque chose qui nous est arrivé sur un de nos biens. C'est-à-dire que on a acheté un bien qui avait bénéficié d'un dispositif loi COS, donc en fait le propriétaire avait pu faire les travaux à l'époque en bénéficiant d'une subvention de l'État et en échange il avait dû pratiquer des loyers bas. Il arrivait au bout de sa défisque, donc il voulait revendre son immeuble. Problème, les appartements n'étaient pas loués très cher. Du coup, son bien était pas très rentable. Par contre, il y avait un gros potentiel de réaugmentation des loyers au départ des locataires. Le problème, c'est que les locataires, forcément, ils avaient des loyers qui étaient vraiment pas chers, donc ils avaient pas envie de partir. Et moi, j'avais fait tout mon calcul pour arriver à faire une négociation pour être à tout pile 10% de renta. Et en fait, je me suis rendu compte juste après l'offre qu'en fait, l'agent IMO s'était trompé et qu'elle m'avait annoncé des loyers hors charge en loyer charge comprise. Ah. Et qu'en fait, quand tu passais de loyer charge comprise à loyer hors charge, en fait, on perdait 1% de renta quasiment. Et du coup, on était à 9% et moi, 9%, j'y allais pas. Ouais. Donc ça, c'est typiquement des cas qui peuvent arriver. C'est frustrant, mais encore une fois, c'est pas la fin du monde. Tu peux complètement repartir sur un autre bien. Par contre, oui, des fois, t'as fait une visite, voire des fois une contre-visite, t'as mené une négociation, t'as parfois arrêté de faire tes recherches en parallèle. C'est pour ça que moi, je donne toujours le même calcul avec tous les investisseurs avec qui on travaille. C'est que quand tu commences à trouver un bien qui est intéressant, tant que l'offre elle est pas acceptée, continue à regarder des biens en parallèle parce que c'est ce on l'avait pas fait. En fait, c'est con parce qu'on a perdu des mois pour trouver le suivant. Exactement, c'est-à-dire que sinon, en plus, ça te met dans de mauvaises dispositions émotionnelles pour la négociation parce que tu te dis, si la négociation n'aboutit pas, en fait, j'ai plus rien. Alors que quand tu continues à regarder des biens à côté, tu te dis, vas-y, je vais essayer de négocier au mieux. De toute façon, je continue à regarder autre chose. Si en plus je trouve d'autres biens, en fait, peut-être même que je m'en rendrai compte que celui-là est pas suffisamment intéressant. Ça me permettra de le challenger. Et si la négociation aboutit pas, c'est pas grave parce que de toute façon, je suis en pleine recherche et je retrouverai forcément quelque chose d'autre. Parce que ce qu'il faut bien voir, c'est qu'en ce moment, des biens rentables, c'est pas ce qui manque. Et justement, il faut pas s'accrocher à une mauvaise opération juste parce qu'on a peur de pas en retrouver une autre, alors qu'en réalité, il y en a plein. Un autre cas qui peut arriver et qui nous est arrivé il y a pas si longtemps, c'est des charges sous-estimées. C'est ce qui fait qu'on n'a pas fait l'opération de des bureaux à Montpellier. On l'a pas signé le compromis, je pense. Non, juste avant. On est sorti avant. Et oui, parce qu'en fait, alors l'agent il dit qu'il s'est pas trompé. En fait, il avait une manière de présenter les choses qui faisait qu'au niveau de la compréhension des charges qu'il y avait réellement, au final, ça bouffait toute la rentabilité. Déjà, je trouvais que au niveau du prix et du loyer qu'on pouvait potentiellement proposer, il avait omis en fait une partie des charges ou du moins c'était pas c'était mal présenté. Voilà. Et du coup dans notre compréhension au final vu que c'était du pro, tout était refacturable. En fait, jamais ça se serait loué à ce prix-là, donc au final on n'était pas bon. Oui, parce qu'en fait, s'il faut bien comprendre, et c'est là où les charges ça peut être un problème sur un investissement, c'est que le locataire, peu importe que ce soit un professionnel ou sur même de l'habitation, globalement votre locataire il est prêt à mettre un certain budget par mois pour se loger. Et lui, dans sa tête, il vous paye un loyer, mais il s'en fiche un petit peu que ce soit un loyer avec beaucoup de charges ou pas beaucoup de charges. Lui, s'il vous paye 500 balles par mois, que ce soit genre 490 € hors charge et 10% de charge ou 400 € et 100 € de charge, pour lui, ça revient à peu près au même. Donc, le truc, c'est que nous, on s'est retrouvés dans un cas où l'agent immobilier nous a dit non mais effectivement parce qu'en fait il avait présenté les charges d'une manière où il en manquait une grosse partie et quand je lui ai dit mais en fait les charges c'est le double de ce que vous m'aviez annoncé, il m'a dit oui mais dans tous les cas c'est pas grave parce que vous le refacturez au preneur. Je dis oui mais en fait le preneur il voudra pas payer autant de charges, donc en soi son budget pour avoir son local commercial il va forcément empiéter sur le loyer hors charge que je peux lui facturer. Donc en fait ça faisait baisser la rentabilité de l'opération ou ça rajoutait des contraintes pour trouver un preneur. Du coup on n'a pas donné suite. Et ça, du coup, c'est toujours un problème un peu de calcul et d'estimation. Exactement. Il y a un autre point qui peut aussi arriver avant l'offre, c'est le DPE. Et ça, je le vois avec beaucoup d'opérations en ce moment, dans le sens où sur une vente, c'est souvent l'audit énergétique sur un bien qui est le document obligatoire. C'est-à-dire que par exemple, quand vous achetez un immeuble de rapport, souvent pour la vente, on va vous dire qu'il faut un audit énergétique de l'immeuble. Et le problème, c'est que cet audit énergétique, certes, ça vous donne une lettre un peu comme le DPE sur est-ce que l'immeuble est isolé, pas isolé, est-ce qu'il consomme beaucoup ou pas. Le problème, c'est que ça ne vous dit pas quels vont être le DPE dans les appartements. Vous pouvez très bien avoir un audit énergétique d'un immeuble qui vous donne la lettre D. Vous allez vous dire c'est OK. Et en fait, à l'intérieur, vous pouvez avoir des appartements qui sont C, d'autres qui vont être E ou F. Et ça, c'est un autre point qui, des fois, quand on se projette sur un immeuble, on peut se dire bon, ça va, j'ai pas de
travaux à faire au niveau du DPE, sauf qu'en fait, votre audit énergétique, il ne vous sert pas pour pour la location, donc vous devrez refaire des DPE. Moi, en général, je conseille toujours d'obliger le vendeur à quand même faire le DPE des appartements avant la vente pour s'assurer de ce point-là. Et ce qui va se passer, c'est que si vous vous retrouvez avec des DPE qui vont être assez mauvais sur certains appartes et du coup un budget de travaux à rajouter, vous allez vous rendre compte qu'en fait, c'est pas si intéressant, que le mien est pas rentable et là encore, ça fait échouer votre opération avant même que vous ayez signé le compromis. Y a peut-être aussi un red flag. Nous, ça, on l'avait mal compris. Tu sais, c'est les vendeurs ou parce que à l'hôtel, c'est ce qui s'est passé et ça aurait peut-être dû nous mettre un peu la puce à l'oreille. Tu sais, quand c'est un héritage ou qu'il y a déjà du conflit ou qu'en face ils savent pas vraiment, ils savent pas vraiment comment ils le vendent, etc. Oui, ça Ça arrive souvent en plus. Ben, ça, je l'ajouterai un petit peu dans la case où globalement là on n'est plus trop sur le bien lui-même, mais on va être sur la négociation et sur la relation avec l'agent immobilier ou le vendeur. Déjà, il y a un cas qui arrive très souvent et ça vous pourrez le rencontrer, c'est le cas où vous n'arrivez jamais à visiter le bien parce que l'agent immobilier ne se rend pas dispo. Moi, j'ai pas mal d'investisseurs qui n'arrivent jamais à visiter des immeubles parce que l'agent immobilier les rappelle pas. Si eux rappellent l'agent immobilier en fait, il va pas être capable d'organiser la visite parce que soi-disant les locataires sont pas dispo ou tout simplement quand ils vont envoyer une offre, l'agent immobilier ne va jamais répondre à l'offre. Ça, c'est un truc de fou, ça. Ensuite, côté vendeur, c'est pareil. Des fois, vous allez faire des offres, elles vont être transmises par l'agent immobilier, le vendeur ne répond jamais. Ou alors, vous vous retrouvez dans des situations où vous dites que c'est des indivisions, des héritages, ou des fois même, le vendeur décide de retirer son bien de la vente. Et vous, du coup, en fait, vous aviez visité un immeuble, vous étiez projeté, il y avait eu un prix, vous aviez essayé de faire une négociation, et finalement, en fait, on va vous dire, non, mais en fait, le vendeur vend plus. Donc ça, c'est des choses qui sont assez compliquées et où là encore, on est avant l'offre acceptée et vous voyez que même quand le bien coche toutes les cases, qu'il n'y a aucun défaut, vous pouvez vous retrouver en face avec un vendeur qui est complètement délulu ou tout simplement qui est un peu à côté de la réalité de comment fonctionne une négociation immobilière. Je crois que j'avais raconté il y a quelques semaines que j'avais eu un investisseur qui s'était retrouvé dans un cas où en fait il avait fait une offre à une vendeuse et en fait elle ne faisait pas de contre-offre. C'est-à-dire Genre, il disait juste non et c'est tout. non et c'est tout. Et en fait d'accord. lui a essayé de lui dire mais attendez c'est une négociation, je vous fais une offre, si ça vous paraît trop bas, faites-moi une contre-offre. Elle disait non, mais faites l'offre la plus haute possible. Et t'étais là, en fait non, une négociation ça fonctionne pas comme ça. C'est je vous propose un prix qui me paraît raisonnable pour votre bien. Si vous le trouvez pas assez cher, moi le prix que vous avez annoncé sur l'annonce il est trop cher. Il faut qu'on trouve un terrain d'entente entre les deux, mais on doit faire un pas chacun l'un vers l'autre. Donc voilà, vous pouvez vous retrouver dans des cas et des fois c'est des négociations qui malheureusement ne vont jamais aboutir. Ouais. Il y a aussi un autre type de problème que vous pouvez avoir et là encore vous allez normalement vous en rendre compte avant la signature du compromis, enfin en tout cas j'espère, et là encore il y a pas mal de choses à vérifier, c'est tout ce qui va être problématique juridique ou administrative de l'immeuble. Donc par exemple tous les cas où vous êtes dans un cas de division sauvage, donc c'est-à-dire que vous achetez un immeuble de rapport où en fait l'immeuble a jamais été divisé auprès de la mairie, il n'y a jamais eu de déclaration préalable de travaux et en fait quand vous achetez pour tout le monde. sur le compromis il y a marqué vous achetez maison de ville et vous êtes là bah non c'est pas une maison de ville, c'est un immeuble de rapport à 4 appartements. Non, maison de ville. Oui mais en fait il y a qu'un compteur. Bah oui justement s'il y a qu'un compteur c'est bien parce que c'est une maison de ville. Du coup en fait vous vous rendez compte que le vendeur n'a jamais légalisé la division qu'il a fait sur son bien et ça en général c'est des problématiques où vous allez retrouver dans des cas. Moi en général je déconseille souvent d'acheter ce genre de bien parce que vous pouvez vous retrouver avec une ville où en fait le plan local d'urbanisme va imposer la création de places de parking si vous voulez créer des appartements complémentaires. Donc en fait le problème c'est que vous achetez un bien qui est en je dirais pas illégalité mais qui n'est pas conforme à sa destination juridique actuelle. Forcément pour vous c'est un défaut et le problème c'est que le jour où vous allez revendre le bien, ce défaut existera toujours. Ouais, ou tu sais par exemple c'est des vendeurs qui se sont épargnés le fait d'installer plusieurs compteurs Enedis parce qu'il faut savoir que quand vous posez des compteurs Enedis, nous par exemple sur l'hôtel on a posé 9 compteurs en tout je crois qu'on en a eu pour 12 000 €, un truc comme ça. Donc en fait c'est quand même un budget et c'est des vendeurs qui se sont juste épargnés le fait de faire les travaux Enedis, sachant que je suppose que c'est plus simple quand t'as pas de locataire.
Et bah ça, en fait, rien que pour vous, ça va être chiant au niveau des charges à avancer, de refacturer. Si par exemple on se partage tous le même compteur d'électricité, comment est-ce que vous savez qui consomme quoi? C'est trop chiant. Exactement. Sachant que là encore là-dessus, en général, moi les conseils que je donne, c'est que si l'immeuble il a pas été divisé du point de vue de la mairie, mais que par je ne sais quelle entourloupe, ils ont réussi à faire poser suffisamment de compteurs, j'ai envie de vous dire, Moins c'est grave. pas si grave Moins parce grave, ouais. qu'entre guillemets, bon, la mairie viendra jamais vous obliger à casser les appartements, hein, heureusement, mais dans tous les cas, au moins chaque locataire peut avoir son propre compteur Enedis. Donc bon, c'est peut-être pas idéal quand vous signez chez le notaire, mais ça vous empêchera pas de revendre votre bien. Maintenant, il y a aussi des cas où le vendeur a fait la division et qu'elle est conforme vis-à-vis de la mairie, mais il a simplement pas posé les compteurs Enedis comme tu dis pour des histoires de coûts, de temps. Maintenant, en général, quand le bien, il est pas conforme vis-à-vis de la mairie et que vous avez pas les compteurs Enedis, moi en général, je vous déconseille d'y aller parce que justement, sinon, ça va être source de problématiques pour vous. Vous avez aussi La revente, le cas de la revente, je suis désolée, tu revends comment un truc qui est divisé à la sauvage? Eux, ils essayent de te le revendre, mais imaginons que tu l'achètes, après toi, pour le revendre, enfin, pour moi, t'es perdant, tu vois? tout à fait. Il y a aussi des cas, alors ça c'est des cas qui pour moi ne sont pas forcément des red flags ultimes sur des biens, mais faut quand même l'avoir en tête avant la signature du compromis et bien vérifier ces choses-là. C'est tout ce qui est destination du bien juridique, donc est-ce que vous achetez bien un bien qui est commercial ou habitation et est-ce que la destination qui est celle que vous avez au moment où vous achetez correspond bien à celle qui est inscrite sur le bien. Ça encore une fois, en fonction des négociations qui sont faites ou pas avec le vendeur, ça peut être su parce qu'il y a des cas où c'est pas bloquant, il y a des cas où ça peut l'être. Il y a aussi des cas, par exemple, nous on a acheté des locaux commerciaux où l'usage est mixte, c'est-à-dire que nous on a acheté des locaux commerciaux où c'est professionnel, commercial ou habitation. Donc en théorie, on peut faire ce qu'on veut à l'intérieur. Il y a aussi tout ce qui est copropriété, règlement, toujours regarder le règlement de copropriété. Des fois, en fonction de ce que vous voulez faire sur votre projet immobilier, vous pouvez avoir des causes qui sont bloquantes. Si par exemple, vous voulez faire un local commercial, vous voulez acheter un local commercial, en fait, vous vous rendez compte que le règlement de copropriété est très bloquant sur les activités possibles. Ça va énormément limiter le potentiel de locataire que vous allez avoir. Ça aussi, c'est des choses qui peuvent faire échouer votre opération. En fait, sur le papier, tout était génial et en fait, vous vous rendez compte que vous ne pourrez pas exploiter correctement le local que vous voulez acheter. Mmh. Après, il y a tous les red flags entre l'offre et le compromis. En vrai, ça aussi, c'est moins grave parce que même si tu voulais dire un truc? Pardon. Ouais, j'allais dire, en fait, c'est pas parce que là, on a fait plus ou moins tout ce qui pouvait arriver avant l'offre. Là, on va plutôt être sur tout ce qui va être avec l'offre, Une fois entre l'offre l'offre faite, et la il y a réitération de l'acte authentique. mmh, Donc, c'est-à-dire y compris le compromis. c'est ça. Bah, le premier truc, je pense, c'est le refus bancaire. Nous, ça nous est jamais arrivé, mais ça nous est jamais arrivé parce qu'on n'a jamais lâché. C'est-à-dire qu'on a déjà mangé des noms, mais on a toujours réussi à faire financer. Et ça, par exemple, je pense qu'il faut vraiment pas se décourager. Je pense que si vous avez plusieurs refus bancaires, il faut se remettre un petit peu en question et voir ce qui pêche à chaque fois au niveau de la présentation du dossier. Tout à fait. En fait, si vous avez un refus bancaire, en général, le plus simple, c'est d'aller voir une autre banque. Maintenant, il y a quand même des choses à regarder. C'est est-ce que vous êtes pas lancé sur un projet qui est juste trop important par rapport à votre situation personnelle. Pour moi, quand on gagne 2 000 € par mois en CDI, on peut tout à fait investir dans l'immobilier. On peut acheter beaucoup d'immobilier, mais vous pouvez pas vous lancer sur une opération à 1 million pour commencer. Hein. Ça, c'est évident que ça passera pas. Pareil, si vous présentez mal votre projet, que vous ne le présentez pas, c'est-à-dire que simplement vous contentez d'envoyer les pièces avec un banquier sans forcément le rencontrer. Des fois, c'est justement le fait de passer par un courtier, ça peut être un peu ce piège-là parce que on imagine souvent que le courtier, c'est un professionnel qui va enjoliver votre dossier et savoir exactement comment le présenter. La plupart du temps, le courtier, c'est en réalité un intermédiaire. Hein, il envoie des pièces à un banquier. C'est pour ça que moi, je considère souvent que celui qui est le plus à même de présenter son projet, c'est l'investisseur. Et effectivement, malheureusement, un refus bancaire, ça peut être un cas qui vous fait capoter une opération. J'ai déjà rencontré des investisseurs à qui c'est arrivé. Maintenant, c'est pas la fin du monde. Même un investisseur qui a eu un refus bancaire, il peut tout simplement voir ce qui a pêché, repartir sur une autre opération. Des fois aussi, quand on prend un refus bancaire, en fait, on se rend compte que c'était finalement pas si mal parce que l'opération sur laquelle on se projetait, en fait, on se rend compte peut-être tardivement que la rentabilité était pas si bonne. Donc bon, on prend 2 refus bancaires, on décide de pas forcément aller voir une 3e ou une 4e banque parce qu'on se dit bon, mais finalement, si j'achète pas, c'est pas si grave. Voilà, c'est un cas qui peut arriver. Il y a aussi tout ce qui va être les problématiques. Ça, c'est typiquement ce qui nous est arrivé. On vous le racontait en introduction. Quand vous allez ne pas avoir vos conditions suspensives réalisées sur l'obtention d'une autorisation de la mairie, donc vos travaux sont pas validés, votre déclaration
préalable de travaux ne l'est pas non plus. Vous pouvez pas faire les travaux que vous avez prévus sur le bien. Soit vous l'achetez quand même et ça vous risque et péril, mais la plupart du temps, si vous aviez besoin d'avoir la validation de votre DP pour pouvoir faire l'OP, bah en fait, ça sert à rien d'aller plus loin si elle est refusée par la mairie. Après, faut aussi voir pourquoi elle est refusée. C'est pas parce qu'elle est refusée qu'il faut forcément laisser tomber. Des fois, un rendez-vous en mairie, ça coûte rien pour essayer de voir qu'est-ce qui empêche l'autorisation de celle-ci. Maintenant, si vous vous rendez compte qu'en fait la mairie ne veut juste pas que vous fassiez votre projet, à ce moment-là, laissez tomber. Ouais. Il y a aussi, alors ça arrive moins souvent, mais je préfère quand même vous y préparer parce que c'est des choses qui pourront peut-être arriver un jour, c'est que vous découvrez tardivement un vice sur le bien. Alors, quand on parle juridiquement d'un vice caché, donc c'est un vice que on ne pouvait pas voir. Maintenant, il y a les vices cachés que vous découvrez une fois que vous êtes propriétaire, où là, en général, vous pouvez pas faire grand-chose à moins de prouver que le vendeur le savait et l'a volontairement dissimulé. Maintenant, un vice qui apparaît pendant le compromis, ça reste la découverte d'un vice caché. Et là, vous n'êtes pas encore propriétaire, donc vous pouvez potentiellement faire quelque chose. Par exemple, pendant la signature du compromis, il y a un dégât des eaux qui se produit dans un des biens. Et vous vous rendez compte que le dégât des eaux est dû, par exemple, à un problème d'étanchéité de la toiture que vous n'aviez pas pu faire visiter avant la signature du compromis, que en fait, il y a peut-être une canalisation ou une fuite ou une arrivée d'eau, peu importe, qui fuit dans un mur. Il y a beaucoup de cas où il peut y avoir de l'eau qui, entre guillemets, crée un vice caché où là, vous dites, bah attendez, moi, quand j'ai signé le compromis, c'était absolument pas prévu que ce soit comme ça. Et dans ce cas-là, deux solutions. Soit vous laissez tomber, ça vous permet de sortir du compromis, parce qu'en fait, dans tous les cas, vous vous rendez compte que le bien, donc l'accord sur la chose et le prix que vous aviez avec le vendeur, tombe à l'eau, parce qu'en fait, le bien n'est pas dans l'état que vous pensiez qu'il l'était au moment de la signature du compromis. Soit à ce moment-là, ça peut éventuellement aller vers une baisse de prix, ou tout simplement le vendeur qui va voir avec son assurance pour faire le nécessaire. Ça, on a eu un cas cette semaine chez un de nos investisseurs où en fait au moment, alors je sais pas du coup c'est toi qui le suis, mais au niveau du compromis ou de la signature de la vente, je sais plus, ils se sont rendus compte qu'en fait la délimitation du bien était mal faite, ou en fait du coup on ne sait pas vraiment ce qu'ils achètent vu que ça s'entremêle au niveau des bâtiments d'à côté. Oui, tout à fait. Et ça, Alors ils là, le découvrent sur le tard, ouais, en fait. il le découvre un peu tard. C'est juste avant la signature du compromis où effectivement, alors c'est un bien en copropriété et on s'est rendu compte, enfin l'investisseur s'est rendu compte avec son notaire que l'emplacement des cloisons qui délimitaient les différents lots de copropriété, donc on est sur du bureau, en fait ne correspondait pas à ce qui était inscrit sur l'acte de division de la copro. Donc le problème, c'est que là, il n'y a pas 50 solutions. Soit faut déplacer les cloisons, mais c'est pas possible parce que les lots sont loués à des entreprises qui peuvent pas faire des travaux comme ça du jour au lendemain, soit il faut tout simplement modifier le règlement de copropriété pour modifier les tantièmes tout simplement et refaire le plan de la copro qui corresponde à la division des lots qui est actuellement celle en l'état quand on visite le bien. Et ça, c'est un moyen de se retirer de la vente du coup? C'est un moyen de se sortir de la vente, surtout qu'il a pas signé le compromis. Maintenant, ce qui est dommage, c'est que le bien est quand même intéressant. Moi, je vais plutôt conseiller de Attendre que ça le mettre en ouais. condition suspensive et que le vendeur fasse le nécessaire pour modifier le règlement de copro, surtout que le vendeur a beaucoup de tantièmes dans l'immeuble, donc il peut potentiellement faire facilement accepter ce changement-là. Maintenant, on va être un petit peu dans la dernière phase de tout ce qui peut un peu déraper sur la fin de votre opération. En général, quand vous avez eu l'accord sur votre financement, vous avez eu l'accord sur vos conditions suspensives d'autorisation de la mairie ou ces choses-là, normalement, quand vous arrivez vraiment à la fin, il y a peu de choses qui peuvent venir faire sauter le bien. Moi, je me rappelle d'une anecdote, ça c'est nous. Au moment de signer l'hôtel, on s'est rendu compte qu'on ne savait pas réellement à qui était quoi au niveau de la succession. Tu te Oui, rappelles? c'est vrai qu'on a mis plusieurs semaines de retard sur la signature de l'acte authentique parce que les notaires n'étaient pas capables de savoir à qui devait répartir le prix. Ils se sont embrouillés en plus parce que du coup, il y en a un qui voulait signer, qui disait que c'était pas grave parce que les vendeurs sont allés jusqu'en cassation. Il me semble que c'est ça l'histoire. Ils sont allés jusqu'en cassation et sur la succession. Donc attends, parce qu'il faut que tu reprennes bien, que tout le monde comprenne, sinon ça va être dur en compréhension. Le bien qu'on achetait était dans une indivision qui venait d'une succession où les différents héritiers avaient fait énormément de démarches judiciaires, donc première instance, deuxième instance, cour de cassation, sur la répartition de la succession. Donc j'ai pas
toutes les infos. J'imagine qu'il devait y avoir un testament et que du coup le contentieux sur la succession devait, je pense, aller sur la validité de ce testament et peut-être sur l'évaluation des biens qui étaient dans la masse successorale, qui faisait que du coup le bien qu'on achetait, qui était toujours dans l'indivision suite à cette succession, on ne savait pas exactement des différents héritiers présents quelle était leur part dans le bien qu'on Oui, achetait. voilà, c'est ça, ouais. C'est plus clair comme ça tout le monde comprend bien. Vas-y, je te laisse reprendre. Ouais, et du coup, bah, en fait, ça posait problème parce qu'au final, je me rappelle plus pourquoi ça posait problème, mais voilà. Si, ça posait problème, tout simplement parce que du coup, le prix de vente qu'on Voilà, allait c'est ça. payer, Oui, voilà. on ne savait pas À à qui qui il revenait, il revenait, et que le pour quelle problème, part. c'est que d'un point de vue légal, si nous, en tant que vendeurs, on paye la mauvaise personne, il y a l'adage en droit qui paie mal, paie 2 fois. Donc ça veut dire que si nous, en tant qu'acquéreurs, on envoyait, enfin par l'intermédiaire des notaires, si on envoyait le prix au mauvais héritier, personne, ouais. l'héritier qui se sentait lésé, qui aurait peut-être pas eu la totalité du prix qu'il devait avoir, pouvait se retourner contre nous en disant bah en fait votre vente est nulle, donc il y avait un risque de nullité de la vente C'est ça, ouais. sur le fait qu'entre guillemets on aurait payé la mauvaise personne. Bien évidemment, il y avait les responsabilités juridiques des notaires entre nous et les vendeurs, mais forcément, comme ça crée un risque à la fois pour nous et pour les notaires ont dit on signe pas tant que c'est pas clair. C'est ça. Et ils ont dû refaire des demandes de papier. Oui, bah c'est surtout la faute du notaire vendeur qui n'a pas donné le dernier jugement, parce que du coup, comme c'était allé en cassation, c'est retourné en cour d'appel et c'était le dernier. C'est lui qui avait géré la succession en plus, il me semble. Non, c'était pas son monsieur. Ça, je dois t'avouer que je ne sais plus. C'est un monsieur bizarre derrière son plexi. Il avait un chat dans son cabinet en plus. Ouais, c'est la première fois que je voyais ça. Un notaire, la webcam, elle était à 20 mètres de lui. Oui, il était en tout petit au fond de la pièce, avec son masque Covid, avec un plexi devant lui, alors qu'il était tout seul dans la pièce, et un chat qui faisait que faire des allers-retours sur le parquet. J'étais là, mais qu'est-ce que c'est que ce mec, etc. Il était imbuvable au possible. Notre notaire, qui est quelqu'un de très sympathique, c'est la première fois qu'on l'a vu dans tous ses états. Et tout ça parce que le notaire vendeur n'avait pas transmis le dernier arrêt de la cour d'appel qui permettait justement de savoir à qui revenait la maison qu'on était en train d'acheter. Ça a failli déraper, ouais. Sinon, autre problème que vous allez avoir très souvent, alors ça, souvent je rassure les investisseurs avec qui on travaille, parce que bah, malheureusement c'est des choses qui arrivent bien plus souvent qu'on l'imagine, surtout quand on commence l'immobilier, c'est que votre banque va être lente, elle va être si lente que vous allez vous demander comment ça se fait que vous lui avez présenté votre dossier en octobre et qu'en février vous n'avez toujours pas vos offres. Et malheureusement, ça arrive beaucoup plus souvent qu'on le pense. C'est des fois pas toujours la faute du banquier. Là, encore une fois, je le dis en tant qu'ancien banquier, parce que moi, ça m'est arrivé. La plupart de mes clients, la plupart de mes clients signent en retard. C'est à cause des experts crédits, parce qu'en fait, comment fonctionne vraiment en interne le dossier bancaire? Vous allez voir votre conseiller, vous lui donnez toutes les pièces, il vous dit oui, pas de souci pour le financement. Je m'occupe du dossier. Le conseiller, il faut qu'il prenne du temps pour monter le dossier. Donc en général, c'est pour ça il peut mettre 1 à 2 semaines en général pour monter le dossier, parce qu'en fait ça prend beaucoup de temps, et comme on a 1 milliard de choses à faire, entre guillemets, votre conseiller bancaire il peut se retrouver à uniquement faire l'étude de votre dossier 2 semaines après que vous l'ayez rencontré. Il envoie le dossier à ses experts crédits. Les experts crédits ont environ 1 semaine à 10 jours pour ouvrir le dossier. Ils ouvrent le dossier, ils font OK, manque des pièces, ils referment, ils disent au conseiller il manque des pièces, récupère les pièces manquantes. Le conseiller récupère les pièces manquantes, il renvoie aux experts crédits, il se passe à nouveau 10 jours. L'expert crédit réouvre le dossier, redit ah ben il manque toujours des pièces parce que j'avais pas vu ça la première fois. Du coup, il renvoie encore. Donc vous avez comme ça un jeu de ping-pong qui fait perdre déjà facilement je me rappelle, un mois. Tu pétais les plombs toi quand tu faisais les dossiers crédits. Ah ouais, parce qu'en fait, l'ordinateur. Elle demandait du coup une liste de papiers, et en fait la fois d'après elle demandait des listes de papiers qui n'avaient pas été demandées la première fois sans conséquence. Enfin, c'est pas parce qu'elles t'avaient envoyé le premier jeu qu'en fait elles se rendaient compte qu'elles avaient juste pas demandé tous les papiers. Du coup, moi je passais mon temps à faire des allers-retours avec le client. Forcément, le client il pétait son crâne, moi je pétais mon crâne encore plus fort. Et franchement, heureusement que tu sais, aujourd'hui dans les banques tout fonctionne à distance, c'est-à-dire que vous êtes dans un bureau, les experts crédits en fait vous les voyez jamais. Bah heureusement, parce que je pense que je serais rentré dans le bureau, j'aurais claqué les portes, j'aurais dit écoute, tu viens de sortir le dossier là, sinon je sais pas, il y aurait eu des menaces, Et du coup effectivement c'est ce qui explique que votre dossier peut prendre énormément de
temps. Ça, c'est uniquement sur la partie expert crédit. Une fois que l'expert crédit a fini son truc, s'il y a pas eu de vacances en plus au milieu, parce que les banquiers sont très souvent en vacances. Exactement. Donc, s'il y a pas eu de vacances au milieu, vous allez avoir l'accord. Et une fois que vous allez à l'accord, normalement, vous devez avoir les offres de prêt. Le problème, c'est que là, pareil, moi, je perdais beaucoup de temps sur les offres de prêt parce que vous tombez là encore sur d'autres relous qui vont vous redemander d'autres papiers que vous a pas demandé l'expert crédit. L'expert crédit, lui, doit appuyer sur un bouton pour l'édition des offres de prêt. Moi, ça m'est arrivé que j'avais envoyé les offres, j'avais fait tout ce qu'il fallait pour les offres de prêt. Il y avait un truc qui avait merdé. Le mec des offres de prêt me redemandait un papier que je devais refaire valider par l'expert crédit qui était en vacances. Ça m'est arrivé plus d'une fois. Donc voilà, c'est juste pour essayer de vous faire imaginer pourquoi c'est oscillant dans les banques. Du coup, globalement, retenez qu'une fois sur deux, vous allez signer votre acte authentique avec du retard parce que la banque, tout simplement, aura mis 20 ans à vous éditer les offres. Le même temps que vous allez mettre à rembourser le bien, c'est le temps qu'il lui aura fallu pour vous les sortir si tu veux. Et globalement, ça, c'est quelque chose... Alors, c'est toujours pareil, hein, au bout d'un moment, le notaire s'excite un peu, le vendeur commence à râler, à menacer qu'il va sortir du compromis. Je vous rassure, je n'ai jamais vu un vendeur sortir d'un compromis parce que la banque a été en retard. Hein. Faut bien voir que le vendeur, il doit reprendre son bien, le remettre à la vente, revoir l'agent immobilier, retrouver quelqu'un d'autre, refaire une autre négociation. Il attendre 1 mois ou 2 mois de Exactement, plus. il attendra toujours 1 ou 2 mois de plus, surtout en ce moment où, entre guillemets, il y a moins d'acquéreurs. Donc, je vous rassure, ça, c'est quelque chose qui va arriver une fois sur deux, mais qui, heureusement, ne fait pas péter une vente. Ouais. On arrive au bout, je pense, un peu tous les points qui pouvaient vous faire péter votre vente. On a essayé de vous montrer que voilà, malheureusement, que ce soit à nous, à des investisseurs qu'on a déjà rencontrés, à des investisseurs avec qui on travaille, il y a beaucoup de choses qui peuvent faire en sorte des éléments externes, des éléments internes aux biens, des éléments internes aux vendeurs, parfois même des éléments qui vont pas dépendre directement de vous, mais qui vont dépendre de la banque, peuvent faire en sorte que vous n'alliez pas au bout de votre opération immobilière. Mais voilà, retenez que globalement, si c'est pas ce bien-là, ce sera un autre. Oui, c'est ça. Et puis, la première fois, moi, après, j'étais jeune aussi, hein. J'avais 23 ans. C'est vrai que j'étais très émotionnelle quand ça se faisait pas, où j'étais là en mode c'est nul, on arrête de faire ça, c'est trop nul. En fait, la vie est souvent bien faite. Si ça se fait pas, c'est souvent pour des bonnes raisons. Et je pense que le plus important, c'est de rebondir assez vite. Si on a un truc qui se fait pas, bah, c'est pas grave, on passe au suivant. Et c'est sûr que vous allez trouver le bien qui sera fait pour vous. On espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à nous suivre sur les plateformes, à nous mettre 5 étoiles. Ça nous aide au niveau de l'algorithme, à nous rejoindre sur La Flouserie et Quitte le Boomer Dream sur Insta, où on vous partage notre quotidien d'investisseur. Et on se dit à la semaine prochaine pour un prochain épisode. À bientôt. Ciao. Ciao.